Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux membres du département dynamique, le département ou Dynamics. C'est le département qui, au sein de l'Institut des migrations, traite plus spécialement des questions économiques, démographiques, environnementales. Nous recevons aujourd'hui son directeur, Hillel Rapoport, et une de ses doctorantes, Alexia Lohmann. Alexia Lohmann est actuellement en postdoc en Italie, mais elle va très prochainement soutenir sa thèse à l'École d'économie de Paris. Et puis Hillel Rapoport, eh bien, Hillel est tout simplement un des principaux économistes français qui travaillent sur les migrations et de longue date. Les économistes sont ceci très intéressants, et je les connais bien parce que j'ai favorisé l'essor d'une unité d'économie à l'Institut d'études démographiques. C'est une profession qui pratique la concurrence, et qui pratique la concurrence de façon, je trouve, extrêmement organisée. C'est une profession où les chercheurs se frottent constamment les uns aux autres. Et des papiers comme ceux qui vont vous être présentés maintenant, eh bien, ils sont présentés systématiquement à 2, 3, 4, 5, 6, 7 colloques. Les auteurs reçoivent les observations de leurs collègues et c'est seulement après avoir amélioré leurs publications qu'ils les soumettent à de grandes revues. Donc c'est un processus qui n'est pas simplement le processus darwinien sauvage de compétition entre les chercheurs qu'on invoque un peu en ce moment, c'est vraiment une concurrence savamment organisée et qui, je trouve, donne de beaux résultats. Donc on va en avoir deux exemples. Le premier sujet, c'est la question des formations linguistiques sur l'intégration des immigrés en France, et ça va vous donner l'occasion de vérifier à quel point des questions qui peuvent paraître simples, est-ce que les formations linguistiques associées au contrat d'intégration sont efficaces? Pour répondre à ces questions simples, il faut faire attention à des effets de sélection qui sont un peu compliqués et qu'on connaît finalement, parce qu'un bon lycée parisien, à quoi doit-il ses bons résultats au bac? Est-ce qu'il les doit au fait qu'il a une clientèle choisie, une clientèle sélectionnée, ou est-ce qu'il doit ses résultats au fait qu'il apporte une valeur ajoutée propre, la qualité de son enseignement? Différencier les résultats d'un établissement selon que ça relève de la qualité ou de la sélection des élèves ou des professeurs, ou que ça relève de la qualité de l'enseignement, c'est pas facile. Et donc comparer l'avant et l'après ne suffit pas, il faut encore prendre la mesure des effets de sélection. C'est l'un des problèmes que Alexia va traiter sur ce problème. Et puis Hillel va aborder une question encore plus ambitieuse, mais qui est assez en relation directe finalement avec ce que j'ai abordé dans le cours quand j'ai commencé à exposer les théories américaines de l'assimilation, de l'acculturation, de l'américanisation. Tu vas employer et citer au passage la notion d'américanisation, mais autrefois, Americanization, c'était les efforts que faisaient les Américains natifs pour intégrer, pour acculturer les immigrés. Aujourd'hui, l'américanisation, c'est l'influence des États-Unis d'Amérique à travers la planète. Et il y a deux sens du mot américanisation, mais le premier sens t'intéresse aussi, et donc c'est tous les transferts culturels. Qu'est-ce que les migrants apportent avec eux ou pas en matière de culture lorsqu'ils changent, lorsqu'ils passent d'une culture à l'autre? Et en lisant tes diapositives, en ayant déjà eu l'occasion de t'écouter, je m'aperçois qu'un certain nombre des préoccupations qu'on a aujourd'hui, elles sont très très anciennes. J'avais cité dans mon dernier cours Washington et Jefferson avant 1800, qui déjà s'inquiètent du fait que les nouveaux immigrants apportent avec eux une culture qui est peut-être liée à l'absolutisme qui règne dans leur pays. Ils n'ont pas les habitudes de la démocratie. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'immigrants qui viennent de ces pays et qui sont en régime despotique. Déjà, il y avait cette crainte de l'importation aux États-Unis. On rendait compte bien avant les grandes vagues d'immigration. Déjà, cette crainte existait. Donc tout cela, il va le traiter en économiste, en posant des questions qui sont apparemment simples, mais dont l'articulation finit par former un ensemble assez complexe. Et bien entendu, il va utiliser
ben, il va faire ça à coup d'équations. Alors, il y aura quelques équations à l'écran, je ne sais pas combien, mais il faut bien formaliser les choses. Les présentations, alors la présentation d'Hillel sera en anglais, mais il est tout à fait habitué à parler en français. Et Alexia, elle, a pris la peine de traduire un peu rapidement parfois ces diapositives. Elles sont donc en français. Et je vous remercie tous les deux pour l'effort que vous avez accompli de présenter ainsi des travaux de pointe devant un public qui n'a qu'une envie, c'est d'en apprendre toujours davantage. Donc, je cède la parole à Alexia. Merci. Bon, bonjour et merci de m'avoir invité à présenter aujourd'hui le travail qu'on a fait sur l'effet des formations linguistiques sur l'intégration des immigrés en France. C'est un travail conjoint avec Hillel Rapoport et avec Biagio Speciale, voilà, qui d'ailleurs a été publié il y a à peu près un an dans le European Economic Review, la revue économique européenne. Donc on est très contente de ça aussi. Le thème de cette recherche, c'est la barrière de la langue, comme l'un des majeurs obstacles à l'intégration des immigrés. Chacun d'entre nous, qui a déjà été ou vécu à l'étranger, s'est probablement trouvé dans une situation où l'incompréhension de la langue du pays est devenue un petit problème. En plus, il ne s'agit pas simplement d'utiliser les mots et de comprendre les mots, mais aussi et parfois, même surtout, de comprendre les contextes culturels dont l'on se trouve. On voit donc une nécessité croissante d'évaluer l'impact des compétences linguistiques sur l'intégration des immigrés, mais aussi d'évaluer l'efficacité des politiques même d'intégration. Et notre travail se concentre sur une partie très particulière des politiques d'intégration, notamment les formations linguistiques proposées par le ministère de l'Intérieur, dans le contexte ou dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qui précédemment était connu comme contrat d'accueil et d'intégration. Regardons maintenant ce que les participants dans notre enquête pensent des obstacles à l'intégration. Et l'on voit qu'effectivement, la langue française ou une manque de connaissance de la langue française pose un grand problème. Là, il y a 45... voilà. Là, on a 45% des individus dans notre échantillon pensent qu'un manque de connaissance de la langue française pose un grand obstacle à l'intégration. On voit aussi que d'autres aspects importants sont l'aide scolaire pour les enfants, la connaissance de coutumes, des normes et d'aspects culturels, la diversité ethnique dans les quartiers, un manque de politique favorisant l'intégration plus en général, un manque de connaissance du système scolaire et des mairies, encore une fois ici l'importance du système scolaire, et enfin un manque de connaissance du système judiciaire. Avant de rentrer plus en détail de notre recherche, de vous expliquer la méthodologie que l'on utilise et les résultats que l'on trouve, on va brièvement expliquer le contexte dans l'on se trouve et expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est ce contrat d'accueil et d'intégration. En 2006, le gouvernement français a introduit la loi Immigration et Intégration afin de favoriser l'intégration des étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France. Le produit de cette loi, c'est le contrat d'accueil et d'intégration. En fait, tous les étrangers âgés d'au moins 16 ans, pas 6 ans, qui viennent d'un pays hors l'espace économique européen et la Suisse, qui sont admis pour la première fois en séjour en France et qui souhaitent s'y installer durablement, doivent signer ce contrat. Et avec cette signature, ils donnent leur accord de participer à un parcours d'intégration sur 4 étapes. La participation est donc obligatoire, à peine de ne pas être autorisé à renouveler le permis de séjour. Donc les 4 étapes
on les voit ici, c'est une journée de formation civique, donc plutôt pour comprendre le système judiciaire en France, de comprendre les lois, mais aussi de comprendre le contexte culturel. Une session d'information sur la vie en France, donc côté un peu plus vie pratique. Un bilan de compétences qui aide surtout à l'insertion professionnelle. Donc comprendre quelles sont les compétences professionnelles de chaque personne. Et enfin, une formation linguistique si nécessaire. Donc comme on verra tout à l'heure, la formation n'est pas proposée à tout le monde, mais juste à un certain nombre d'individus. Et on verra tout de suite pourquoi. Après, en 2016, il y avait une modification de certains aspects de ces politiques d'intégration. Et donc, ils ont créé un nouveau contrat qui s'appelle Contrat d'intégration républicaine. À la fin de notre présentation, on vous expliquera un peu plus en détail quelles sont les différences, surtout liées à la formation linguistique. Passons maintenant à la formation linguistique. La formation linguistique, en moyenne, est proposée à 25 personnes d'individus et sur une durée qui va d'entre 60 heures et 400 heures. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une durée différente. D'accord ? L'idée, c'est d'aider à tout le monde d'atteindre le niveau A1.1 de français. Donc, c'est-à-dire, il y aura certainement de personnes qui ne parlent pas un mot de français, qui ont besoin d'un nombre plus grand d'heures de formation que les personnes qui parlent déjà un peu de français. D'accord ? Néanmoins, le niveau de formation est assez basique. C'est niveau A1.1, c'est vraiment le premier niveau. C'est pour commencer à apprendre une langue. Et comme on verra tout à l'heure quand on discute nos résultats, ce n'est un niveau qui n'est peut-être pas assez pour aider à l'insertion professionnelle. En 2013, donc on observe les individus jusqu'en 2013, 97% des individus, donc presque tous les individus qui ont suivi la formation, ont passé le DILF, le diplôme initial de la langue française. Par contre, il y avait aussi 9% qui n'ont pas suivi ou qui ont abandonné la formation. Des raisons de grossesse, garde d'enfants, problèmes de santé, mais certaines personnes aussi parce qu'ils ont trouvé un travail. Mais l'on voit que déjà ici, il y a donc beaucoup de soucis au niveau du ménage. Il y avait surtout des femmes qui ne pouvaient pas participer à la formation. En plus, ce que l'on trouve, c'est que 70% des personnes, c'est un pourcentage très élevé, pensent que la formation était insuffisante pour apprendre à lire et à écrire le français. Tout à l'heure, on discutera aussi pourquoi on voit cette statistique et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la formation, du coup. Passons maintenant aux données. Les données que l'on utilise sont des données qui ont été recueillies par le département de statistiques, des études et de la documentation du secrétariat général à l'intégration et à l'immigration du ministère de l'Intérieur et s'appelle « Enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants ». Les primo-arrivants sont les personnes, comme on disait tout à l'heure, qui arrivent pour la première fois en France. Et c'est une enquête longitudinale, vu qu'il essaye à suivre le parcours d'intégration des personnes. Donc, ils sont interrogés pour la première fois en 2010, puis en 2011 et puis en 2013. On a un échantillon représentatif de tous les signataires majeurs du CAI en 2009. Et on a dans notre première vague environ 6100 personnes. L'ILIPA, c'est une enquête vraiment très détaillée qui suit le chemin des individus et a un grand numéro d'informations sur les caractéristiques démographiques, socio-économiques, mais qui aussi suit l'itinéraire bureaucratique, qui suit l'itinéraire de l'emploi, les compétences linguistiques, les conditions de vie et aussi l'intégration sociale. Donc aussi, il y a aussi des questions sur le réseau d'amis des personnes, par exemple.
Passons maintenant à quelques statistiques pour voir un peu, pour connaître un peu les personnes dans notre échantillon. Ici, on a divisé entre des individus qui ont suivi la formation, donc ici l'on voit training, et des individus qui n'ont pas suivi la formation, no training. D'accord ? Et l'on voit que même s'il y a une petite différence au niveau du niveau d'éducation, en général, le niveau d'éducation est assez bas parce que ceux-là sont les années d'éducation. Donc en moyenne, les personnes dans notre échantillon ont été éduquées entre 8 et 9 ans. Ce n'est pas beaucoup. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un pourcentage très élevé est résident en Île-de-France, qu'un pourcentage très élevé est marié, donc presque 90% de toutes les personnes dans notre échantillon sont mariées. On a 50% de femmes et 50% d'hommes. Et en 2010, donc dans la première vague, même moins de la moitié des personnes ont un emploi. Passons maintenant aux raisons de migration. D'accord ? Vous le savez peut-être, mais il y a diverses raisons d'immigration et aussi divers types de visas du coup. On a le pourcentage plus élevé de migration pour des raisons de réunification familiale, d'accord ? Suivi par la migration qu'on appelle ici work migration, migration économique, donc les personnes qui veulent trouver un emploi en France. Et après, on a le statut des réfugiés, d'accord ? On voit quand même que la migration pour des raisons familiales est de loin la plus commune en France. Si on passe maintenant au pays d'origine, on voit que la plupart des gens viennent du Maghreb, suivi par l'Afrique subsaharienne, par l'Asie et puis par les autres régions. Et si l'on regarde la formation linguistique, on voit de toutes les personnes qui ont suivi la formation linguistique, 36% étaient de l'Asie, 23% du Maghreb, 18% de l'Afrique subsaharienne et les autres à suivre. Donc déjà ici, l'on voit qu'il y a peut-être une grande distance entre les langues en Asie et entre le français, et du coup, probablement, les individus qui viennent de l'Asie ont plus besoin de la formation linguistique parce qu'ils ne comprennent vraiment pas le français. Passons maintenant aux statistiques descriptives liées à la participation au marché du travail. On regarde d'abord participation à la force de travail. Ça veut dire soit être employé ou soit être enregistré au Pôle emploi à la recherche d'un travail. D'accord ? Donc potentiellement pouvoir avoir un travail. Et l'on regarde ça pour les hommes et pour les femmes. Pour la participation à la force de travail, on voit qu'en moyenne, les hommes ont une plus grande probabilité de participer à la force de travail que les femmes. Et la probabilité pour les deux augmente entre 2010 et 2013. Déjà, c'est une bonne chose à voir. Donc ça signifie qu'il y a quand même une certaine insertion professionnelle. Le taux d'emploi, ici aussi, on voit qu'il est plus élevé pour les hommes que pour les femmes, mais que ça augmente pour les deux. Et le taux de chômage, qui est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Passons maintenant à la stratégie empirique. D'accord ? Nous allons quand même devoir trouver un moyen pour répondre à cette question. D'abord, je vais vous expliquer comment le test de connaissance de la langue marche. Alors, lors de la journée d'accueil à l'OFII, quand les étrangers signent le CAI, ils doivent faire un test de connaissance du français à l'écrit et à l'oral pour comprendre leur niveau. La formation est obligatoire si le niveau de français est inférieur au niveau A1.1. On a donc une échelle entre 0 et 100 points que les individus peuvent atteindre.
Et si le résultat du test est inférieur à 50 points, la formation est proposée et est obligatoire. Donc, comme vous voyez déjà, il y aura des individus qui auront 45 points et ceux qui auront 55 points. Donc, les gens de 45 points ont la chance de pouvoir participer à la formation. Les individus de 55 points ne l'ont pas. Ou leur niveau de langue est peut-être très similaire parce que ce n'est pas les 10 points qui font un temps de différence. En plus, il y a certaines exceptions où les individus qui, en théorie, ont passé le test, mais peuvent quand même m'être proposés la formation, ou en certains cas, il y a aussi les individus qui n'ont pas passé le test, mais où les personnes qui travaillent avec eux lors de la journée d'accueil disent « Ah non, par contre, cette personne a déjà un emploi, elle n'a peut-être pas besoin de la formation. Okay » Donc, la formation dépend majoritairement du résultat du test, mais pas seulement. Le problème avec l'analyse de régression simple, genre de voir juste la relation entre la formation linguistique et l'insertion professionnelle, est que les individus qui suivent la formation sont différents que les individus qui ne suivent pas la formation en tant que caractéristiques. Donc, si on essaye à comprendre le vrai ou le pur effet de la formation, ça va être très difficile d'isoler cet effet, parce qu'on capture l'effet d'autres caractéristiques aussi. D'accord? Donc, des économistes très intelligents ont développé cette méthodologie qui s'appelle Regression Discontinuity Design. Et c'est une expérience randomisée, locale, où l'on compare le schéma des personnes qui sont juste autour du seuil de 50 points. On verra ça tout à l'heure dans une graphique, c'est plus simple à comprendre. Comme ça, on peut dire que les individus autour du seuil sont assez similaires et la seule chose qui est différente, c'est la formation linguistique et donc on voit le vrai ou le pur effet de cette formation. D'accord? Voyons maintenant tout de suite la graphique. Voilà, ça va être plus simple de comprendre comme ça. On a ici le Total Test Score, donc c'est le résultat du test qui va de 0 à 100 points. Et la Mean Labor Force Participation, c'est-à-dire la probabilité de participer à la force de travail. D'accord? Et comme vous voyez ici, on a 45. Et on voit qu'autour du seuil, effectivement, il y a un grand écart. Donc, les personnes qui ont un résultat de 40 ou 45 points, qui ont été proposées la formation, ont une probabilité beaucoup plus élevée de participer à la force de travail que les individus juste au-delà du seuil qui n'ont pas été proposés la formation. D'accord? Donc, ce que l'on essaye à expliquer, c'est cet effet. D'accord? J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Notre résultat principal, sans aller trop dans le détail, c'est que pour une augmentation de 100 heures de formation, il y a une croissance dans la probabilité de participer à la force de travail d'entre 14 et 26 points de pourcentage. Donc, les personnes qui ont suivi la formation ont effectivement une probabilité bien plus élevée de participer à la force de travail. D'accord? Ça, c'est un résultat général et en moyenne. Et maintenant, on se demande, est-ce que cet effet est pareil pour tout le monde ou est-ce que ça dépend un peu du type de personnes qu'on regarde? On analyse donc l'hétérogénéité des effets. Ça veut dire, on regarde par exemple par niveau d'éducation. Est-ce que cette formation apporte plus aux gens qui sont plus éduqués ou plus aux gens qui sont moins éduqués? Et ce que l'on trouve effectivement, c'est que la formation linguistique apporte plus de bénéfices aux individus qui sont plus éduqués qu'aux gens qui sont moins éduqués.
En particulier, un grand problème qu'on observe, c'est les immigrés analphabètes. C'est assez logique parce que si l'on ne sait pas lire et écrire, c'est assez difficile d'apprendre une nouvelle langue, surtout écrire et lire. Et c'est le cas de bien 21% des individus. Donc c'est un pourcentage assez élevé. On regarde après la raison des migrations. Est-ce que ça dépend aussi de la raison des migrations? Et on voit que les migrants, pour des raisons économiques, arrivent à profiter plus de la formation linguistique que, par exemple, les migrants qui viennent en France pour le regroupement familial. Enfin, on regarde des caractéristiques démographiques. On voit que l'effet de la formation est plus faible pour les femmes et pour les individus au-dessus de l'âge moyen, donc au-dessus de 32 ans. L'effet plus faible pour les femmes, c'est un effet qui nous a surpris un peu, mais en même temps, on a aussi vu que c'était souvent les femmes qui ne pouvaient pas suivre la formation, pour des raisons du ménage surtout. Passons maintenant à l'intégration sociale, que l'on voit un peu comme mécanisme de trouver cet effet d'intégration au marché du travail aussi. Donc la première question que nous nous posons, c'est est-ce que, après la formation linguistique, les personnes ont vraiment un niveau plus élevé de français? Et ce que l'on trouve, c'est assez choquant. En 2013, donc 3 ans après la première vague, les individus sont invités à passer un examen. On peut donc observer les compétences objectives des langues. Et en fait, on ne trouve aucune amélioration. En plus, il y a des questions subjectives. Les gens sont demandés vous pensez que votre niveau de français est amélioré? Oui, non, un peu, pas du tout, etc. Et même les gens ne perçoivent pas que leur niveau de français soit amélioré. Et si vous vous rappelez, au début de la présentation, on a vu ça, que 70% des personnes, effectivement, n'étaient pas très contentes avec la formation. Bon, nous disons alors, OK, c'est peut-être alors un effet de signal. Peut-être que le fait d'avoir passé le diplôme initial de la langue française est un signal aux employeurs de pouvoir employer la personne. Par exemple, un employeur dit, bon, la personne a passé ce diplôme, probablement, elle sait bien parler français, je peux l'embaucher. Par contre, ce que l'on observe, c'est que, oui, on a une augmentation de la participation à la force de travail, mais pas nécessairement de la probabilité de trouver un emploi. Donc, on voit les gens passer de ne pas être enregistrés à être enregistrés au pôle d'emploi, mais pas du pôle d'emploi à avoir trouvé un travail. Alors, nous pensons que c'est peut-être des raisons. Peut-être les personnes qui ont suivi la formation ont fait des amis ou ont trouvé des amis qui leur aident à trouver un travail. D'accord? Mais c'est aussi pas ce que l'on observe. D'accord? Enfin, on passe à un effet comportemental. Ce que l'on attend, c'est que, en suivant de la formation, les gens sont encouragés à chercher du travail, à bien s'intégrer. Et c'est vrai au début. Mais ce que l'on a vu et ce qu'on a parlé aussi avec les personnes qui travaillent avec les immigrés, ce qu'ils nous ont dit, que les personnes, à la fin de la formation, étaient assez démotivées, malheureusement. Parce qu'ils avaient ils s'attendaient que tout allait être plus facile. Ah oui, on fait une formation, ça va être plus simple de trouver un travail. Ben, ce n'était pas le cas. Et du coup, les gens étaient même plus démotivés. Et enfin, on regarde un effet d'information. Et ici, on trouve un effet très fort. Les personnes qui suivent la formation semblent avoir un avantage d'information envers les personnes qui ne suivent pas la formation. Ça veut dire qu'il y a un grand échange entre les camarades du cours et aussi les enseignants en ce qui regarde toutes les informations sur la vie pratique et professionnelle en France.
On regarde par exemple les indicateurs comme j'utilise Pôle emploi pour chercher un travail, j'ai passé mon permis de conduire en France, j'ai fait une demande de reconnaissance de mon diplôme académique en France. Alors pour conclure, nous trouvons que la formation linguistique augmente la probabilité à participer à la force de travail, mais pas pour tout le monde, de la même force, de la même façon. Par exemple, l'effet est inférieur pour les femmes, pour les personnes immigrées pour des raisons familiales, les immigrés au-dessus de l'âge moyen et les immigrés sans éducation. Si après l'on regarde l'intégration sociale ou les mécanismes que l'on regarde, on trouve l'effet d'information d'être très très important. Donc les gens semblent de voir cette formation plus comme un champ d'échange d'informations que pour apprendre le français. Nous avons après présenté nos résultats et les discuté avec les ministères de l'Intérieur. Et effectivement, en 2016, ils ont modifié certains aspects de politique d'intégration. On se concentre sur la formation linguistique, où maintenant, il n'y a plus 0, 60, 70, 80, 200, 400 heures. Donc, il n'y a plus cette grande variabilité, mais il y a 3 parcours. 3 parcours bien définis, de 50 heures, 100 heures ou 200 heures, pour atteindre un niveau A1. Donc, c'est supérieur au niveau qu'on avait d'abord. Et donc, si on compare ça à nos résultats, ça peut peut-être aider à avoir un niveau de langue suffisant pour l'insertion professionnelle. Deuxième changement, la formation est plus personnalisée. Comme on a vu, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas suivre la formation, et surtout à cause des raisons de ménage. Et du coup, il y aura aussi des cours plus interactifs et avec des nouvelles technologies. Donc, on pourra suivre le cours même à travers des logiciels. Et donc, on espère avoir un taux de participation plus élevé. Puis, la formation linguistique il y aura certaines unités qui seront spécifiques sur les aspects de la vie en France, pratiques, publiques et professionnelles. C'est-à-dire qu'on donnera aux participants ce champ d'échange qu'ils apprécient beaucoup, mais on sépare un peu ces champs d'échange d'informations et l'apprentissage du français, pour être sûr que l'apprentissage du français devient aussi important que l'échange d'informations. Enfin, et ce qui est très important, c'est qu'il y a la possibilité de continuer la formation pour atteindre les niveaux A2 et B1. D'accord? Donc, d'un côté, certainement, ça va aider à l'insertion professionnelle parce que déjà, A2 et surtout le niveau B1 sont des niveaux qui sont très, très élevés, très bien. Et en même temps, ça aide aussi à encourager les gens. Par exemple, même si au début, ils ne voient pas tout de suite les résultats, ils ont du mal à trouver un travail, ils ont quand même cette perspective de pouvoir continuer la formation. De dire, d'accord, ça n'a peut-être pas marché maintenant, peut-être mon français n'est pas assez bon, mais j'ai quand même la possibilité de continuer à apprendre. Bon, je vous remercie de votre attention.